Côte d'Ivoire, Abidjan Plateau, le samedi 4 novembre 2023, nous avons eu un entretien avec son Excellence Mohamed Mansour Kaba, ingénieur diplômé en génie civil, administrateur général de TAS International SAU, ancien ministre de la Transition en Guinée. Bonjour monsieur, je m'appelle Mohamed Mansour Kaba, je suis guinéen, je vis en Côte d'Ivoire, je vis et travaille en Côte d'Ivoire depuis octobre 1972. Je suis né à Kankan, en Guinée. À l'âge de 6-7 ans, j'ai fait l'école primaire, l'école coranique, comme chez nous à Kankan. J'ai fini la lecture du Coran à l'âge de 7 ans. À l'âge de 8 ans, je suis entré à l'école primaire de Kabada à Kankan. C'est une école primaire de quartier. Et je suis resté seulement 5 années à l'école primaire. Et là, je suis sorti comme premier de la promotion de 1953 dans l'académie de Kankan. Ensuite, on avait, en Guinée, sous la colonisation, on n'avait qu'un seul collège technique à Conakry, un collège moderne à Conakry, un collège classique à Conakry. Ça veut dire 32 élèves dans chaque classe, 32 à 35 élèves au maximum dans chaque classe, pour toute la Guinée. Et le concours d'entrée donc en 6e concernait tout le pays. Et vous avez dans ma classe des copains de classe de toutes les régions du pays. Après mes 4 années de collège technique de Conakry, il y avait au niveau de l'AOF, l'Afrique occidentale française à l'époque, je vous dis, nous sommes avant les indépendances encore, il n'y avait que 2 établissements pour toute l'Afrique occidentale française, niveau seconde. Le lycée Maurice Delafosse à Dakar, avec différentes spécialités, et l'école des travaux publics de Bamako, qui avait 2 spécialités, les géomètres et les agents techniques des travaux publics. Et comme j'étais candidat aux 2 écoles, pour les 2 écoles, j'étais admis pour Dakar et pour Bamako. Et comme Bamako est tout près de Kankan, de chez moi, j'ai préféré aller à Bamako, à l'école des travaux publics de Bamako. C'est là où j'ai connu beaucoup de copains de classe et de copains d'école de Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Bénin, et ainsi de suite. Par exemple, Zadik Essi Marcel, qui a été Zadik Essi Marcel, qui a été directeur général de la SODECI et de l'ECI, a été un grand ami à moi. Nous sommes connus à l'école de travail de Bamako. Il y en a d'autres, beaucoup d'autres. Blé Angra, l'architecte Blé Angra, était dans ma classe à Bamako. Donc, j'ai été premier de l'école de l'académie de Kankan au CEP en 1953, premier de ma classe en 3e à Conakry, et premier de l'AOF de ma classe à Bamako, et 2e de toute la promotion. Ça, c'est en 1960. Mais de 1957 à 1960, j'ai eu beaucoup de dons. Parce que premier de la classe, champion du Mali aux 800 mètres et aux 1500 mètres en athlétisme, chef du parti, c'est-à-dire de la jeunesse du PDG, du PDG RDA en Guinée, qu'on appelait la JRDA, la jeunesse du RDA. Alors j'ai fait toutes ces fonctions. Premier de la classe, champion du Mali, champion en athlétisme, responsable politique et premier garçon d'un club UP de Bamako à l'époque. Ça, c'est de 1957 à 1960. En 1960, la Guinée était devenue entre-temps indépendante. Elle a eu des bourses dans le monde entier. Nous étions les premiers Guinéens donc à aller étudier en Russie, en Union soviétique plutôt, dans les pays de l'Est, aux États-Unis d'Amérique, en France naturellement très peu parce que la France avait des problèmes avec la Guinée,
l'Allemagne, l'Allemagne de l'Ouest, l'Allemagne de l'Est. Et c'est ainsi que moi je me suis retrouvé avec 3 de mes copains de classe en Allemagne de l'Ouest, Allemagne fédérale. Bon, je ne parle pas de péripéties parce que quand votre bac n'est pas reconnu en Allemagne, il faut faire une année supplémentaire. D'abord, vous apprenez la langue allemande, une année. Ensuite, vous faites une année pour avoir l'équivalence du bac allemand. Et ensuite, vous commencez les études proprement dites. Et nous avons eu la chance d'être inscrits, nous étions 4 Guinéens, en fait nous sommes 3 à être entrés dans l'établissement, et nous avons fréquenté l'Université technique de Munich, qui est la meilleure université d'Allemagne fédérale et l'une des meilleures au monde. Parce que c'est une école en Allemagne, une université qui a des prix Nobel dans toutes les matières. Alors donc, c'est dans cette école que j'ai étudié, du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire de commencer à zéro avec le bac et terminer avec le diplôme d'ingénieur de génie civil. Donc, pendant cette période, de 1960 à 1966, j'étais encore en Allemagne chef de la GRDA. Et à ce titre, j'étais associé à toutes les missions de l'État guinéen en Allemagne. J'accompagnais les missions, parce que moi je parlais allemand déjà, j'accompagnais les missions, les ministres dans leurs missions en Allemagne. Et après, à partir de 1969, comme le régime du PDG, de Sékou Touré, allait de mal en pis en matière de respect des droits de l'homme, je me suis engagé dans l'opposition. À partir de 1969, je suis entré dans l'opposition. Et c'est cette opposition qui, en 1972, à la fin de mes études, m'a demandé de venir en Côte d'Ivoire pour organiser les jeunes Guinéens afin de préparer notre retour en Guinée. Y compris par tous les moyens nécessaires et utiles et nécessaires. Et j'étais pas le seul. Vous connaissez, vous avez entendu parler de Siraj Diallo, qui était à Jeune Afrique, Ibrahim Boubacar, qui est un grand historien. C'était mes 2 chefs au niveau de notre mouvement, le regroupement des Guinéens à l'extérieur, le RGE. Un jour, ils nous ont dit en réunion, nous ne pouvons pas continuer à parler d'opposition contre le régime du PDG en Guinée, tout en restant en Europe. Il faut que certains d'entre nous se sacrifient, aillent en Afrique pour préparer notre retour dans le pays. Toi, Dakar, toi, Mali, toi, Abidjan. C'est comme ça que j'ai été affecté à Abidjan, sans avoir un parent ici, sans avoir aucune relation à part les copains de classe, mais les copains de classe ne pouvaient rien te faire à l'époque. Et je vous dis, nous étions de véritables enragés de la politique. Parce que lorsque moi je suis venu à Abidjan en 1972, affecté par mes patrons, Sirajou, Ibrahim Babakake, ils ne m'ont pas payé le billet d'avion. J'ai emprunté de l'argent pour acheter mon billet d'avion. Emprunté l'argent pour acheter mon billet d'avion. Je n'ai pas de parents ici. J'avais un cousin qui était à l'université, c'est chez lui que j'ai habité. Et puis, bon, avec ce que j'avais fait comme études quand même, je ne pouvais pas chômer trop longtemps. Et à l'époque, tout le monde le sait, beaucoup de jeunes Guinéens étaient là à l'époque, les étudiants guinéens à l'université enseignaient un peu partout. Et mes 2 amis avec lesquels j'étais affecté ici étaient enseignants. L'un enseignait à Gagnoa, l'autre à Abidjan ici. Et donc, ce sont eux qui m'ont accueilli et qui m'ont aidé à trouver un premier job. Et le premier job que j'ai obtenu, c'était le gros job, parce que je me suis retrouvé avec M. Bédachi Bernard, feu Bédachi Bernard d'Aferi, à Zopé, qui était conseiller du ministre de la Construction Thierry Lébé, et qui m'a proposé d'être son adjoint dans le bureau d'études qu'il venait de créer il n'y a même pas un an, en 1972. Donc, j'étais l'adjoint de M. Bédachi Bernard,
Et Dieu a fait que réellement on s'est très bien compris. Et il m'a fait, mais alors, entièrement confiance. Totalement confiance. C'est moi qui négocie les contrats. C'est moi qui recrutais les ingénieurs. C'est moi qui gérais le travail des ingénieurs. Parce que vous savez, quand un ingénieur travaille sur un chantier en permanence, il y a une autorité supérieure qui doit venir pour voir comment ça se passe. Les réunions, participer aux réunions hebdomadaires, aux réunions mensuelles, lire les rapports avant que les rapports ne soient donnés au maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage à l'époque que nous avions, c'était Konan Bledou, de la SOGEFIA, Sékou Koulibaly de la CETU, la Société d'équipement des terrains urbains, et beaucoup d'autres maîtres d'ouvrage, mais c'était les plus importants. Parce que je vous dirais par exemple que c'est avec M. Sékou Koulibaly que nous avons géré la création de Yopougon. C'est-à-dire c'est nous qui avons transformé la forêt et les plantations en une ville nouvelle sur 181 hectares. Sur cette zone, vous n'allez jamais entendre parler d'inondation. Parce que les terrains ont été préparés. Nous avons fait la voirie, nous avons fait l'assainissement, le drainage des eaux pluviales, l'adduction d'eau, l'éclairage public, avant de donner les terrains pour la construction de logements. Ça veut dire que vraiment le site a été bien préparé. Je vous dirais que c'est les 181 hectares de Yopougon, c'est un peu la grande capitale de Conakry, Kaloum, qui est le grand quartier des affaires de Conakry, les affaires et du gouvernement, est aussi à peu près sur 180 hectares. Yopougon est à peu près comme Conakry. Donc, c'est nous qui avons créé cela. Alors donc, on a fait Yopougon. Si vous allez à Port-Boué, en face du camp militaire de la base française, c'était des bidonvilles qui étaient là-bas. Et donc, la SOGEFIA a décidé de construire les logements que vous avez maintenant là-bas. Lorsque je suis venu pour la première fois sur le site, avec un bulldozer pour démolir parce que c'est des bidonvilles. Alors le propriétaire de la première maison est sorti avec un fusil. Il me met le fusil sur le nez et dit, monsieur, je ne vous connais pas, mais si votre bulldozer touche à ma baraque, vous êtes un homme mort. Oui, ça c'est dans le métier. Alors, je retourne, je vois mon patron, M. Bédachi Bernard, on va à Bledou, on va au ministère de la Construction, on va à la gendarmerie, toutes les institutions, on s'est retrouvés, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et comme nous avions déjà fait Yopougon, les 181 hectares, alors c'est là où l'idée est venue de prendre une partie de Yopougon, après l'inventaire de Port-Boué, d'appeler cette zone-là Port-Boué 2, et c'est là où on a déménagé maintenant tous les habitants de Port-Boué, dans Port-Boué 2 à Yopougon, même si ce n'est pas au bord de la mer, mais au moins le nom est resté. Et après le déménagement des gens, nous avons démoli les anciennes baraques que nous avons construites, il n'y a pas eu de conflit. Parce que très souvent en Afrique, les gens viennent, ils cassent, et après ça fait des conflits. Alors nous avons fait, après mon premier choc là, nous avons fait l'inventaire, et puis bon, et puis à la ZUB de la Beauregard, si vous allez à Beauregard SOGEFIA, là aussi, c'est sur 35 hectares, c'était mon propre projet à Beauregard, et c'est là-bas aussi on a fait la première station de traitement des eaux usées. Première station de traitement des eaux usées, c'est-à-dire vous avez toute une cité, il y a les eaux usées, il y a les eaux pluviales, on avait les réseaux séparés, et les eaux usées partent, donc les eaux de toilettes, douches, cuisine, passent dans une station, et le constructeur de la station nous a dit, après traitement des eaux, je suis prêt à boire la première bouteille d'eau. Ah oui, oui. Parce qu'il est sûr de sa technique. On a fait ça à Beauregard. Et là aussi, j'ai profité de ce projet parce qu'il y a l'USAID, les Américains, qui finançaient 780 logements socio-économiques.
Et il y a un architecte américain qui était à l'ambassade ici, qui était venu pour gérer ce projet, M. Lipson. J'ai dit à M. Lipson, parce que M. Bira me dit, Kaba, voilà, ça c'est mon premier projet, hein, à Beauregard, la ZUP d'Abougar, en 1973. C'est ton projet, occupe-toi de ça. Je vois l'Américain, je lui dis, M. Lipson, je comprends que lorsque on doit construire des tours de 20, 30, 40 étages, on a besoin des entreprises étrangères, européennes, américaines et autres. Mais pour faire des logements socio-économiques, à rez-de-chaussée, nous avons des entreprises africaines qui peuvent le faire. Ah, M. Kaba, il y a des entreprises africaines ici. Vous savez, les gens, ils ne savent rien de nous. Hein. Ils ne savent rien de l'Afrique. Il y a des entreprises africaines ici qui peuvent faire nos travaux. J'ai dit oui, bien sûr. Vous pouvez me montrer les travaux que ces entreprises ont déjà réalisés? J'ai dit oui, bien sûr. Alors donc, j'ai pris M. Ablaye Diallo, qui vient de décéder, à Yamoussoukro, Ibrahim Fofana Ramadier de Boaké, Takwencho Antoine d'Agboville, le député Kassi d'Aboisseau, Ndiaye, un Nivaro sénégalais qui était ici à Abidjan. J'ai appelé tout ce monde-là. Je dis, écoutez, il y a des logements, des travaux à faire pour vous, mais l'ingénieur, l'architecte américain veut voir ce que vous avez déjà réalisé pour savoir si vous êtes capable de faire ces travaux. Alors donc, on est parti, on était là à Yamoussoukro, on a visité les travaux réalisés par Diallo Abdoulaye, on était là à Boaké, on était là à Boisseau, on était là à Beauville, on a été partout. Puis M. Lipson m'a dit, oui, M. Kaba, effectivement, ces gens-là peuvent réaliser nos travaux. Donc on a lancé une préqualification. On a choisi 22 entreprises qui ont participé à l'appel d'offres. Et puis on a pris 11 entreprises qui ont eu chacun avait, Ablaye Diallo avait 110 logements par exemple, un autre 90, un autre 70, et jusqu'à 35 logements. Donc chaque entreprise ivoirienne avait, et c'est moi qui gérais tout, avec mon équipe naturellement. L'achat de ciment, de gravier, de sable, même les équipements sanitaires et autres. On a organisé le travail de telle sorte que tous les mois, tous les patrons des entreprises participaient à la réunion de chantier, parce que c'est des réunions hebdomadaires. Chaque semaine, mon équipe et moi-même, on gère les gens, mais à la fin du mois, le chef, Diallo Abdoulaye, Fofana Ibrahima, venait, et lorsqu'un fournisseur nous disait « Ah, M. Diallo ne m'a pas payé telle facture, M. Diallo, c'est vrai, oui, M. Kaba, on déduit. » C'est-à-dire, nous, on déduisait d'office de la situation mensuelle des travaux de l'entrepreneur, le montant qui n'a pas été payé à tel ou tel fournisseur. Et on donnait aux entreprises le reste. Alors donc, ce qui fait que on a fait, c'est un travail impeccable. J'avais dit au début aux entrepreneurs, si vous suivez nos conseils, voilà ce que vous allez mettre dans les matériaux de construction, voilà ce que vous mettez dans les salaires, et votre bénéfice, ça va être ça. Et toutes ces entreprises sont tirées vraiment à bon compte, et ça a été un projet, comme le projet a été financé par l'USAID, mais l'USAID est passé par la Banque mondiale. Et la Banque mondiale, M. Lipson, qui était heureux des résultats de ces travaux, était là à Washington et a donné un rapport similaire à toutes les institutions internationales de Washington. Et à la Banque mondiale, il y avait un certain monsieur, Peter Hagen, Dr. Peter Hagen, qui était le chef d'Afrique de l'Ouest de la Banque mondiale à l'époque, qui a reçu ce rapport. Il était tellement heureux de ce rapport qu'il a fait une copie qu'il a donnée à tous ses collaborateurs. Et puis, le hasard faisant bien les choses, parmi les collaborateurs de ce monsieur, il y avait un de mes copains de classe de Conakry, Alphaba. Ils viennent un jour ici en mission à Abidjan, parce qu'ils avaient un séminaire ici. On se retrouve, il dit, Mansour, tu sais, mon patron serait très, très heureux de te connaître.
Ton patron, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai à faire avec lui? Il dit non, le travaux que tu as fait à Bobogar, il a reçu un rapport, il a fait une copie de ce rapport en nous disant c'est comme ça qu'on doit travailler en Afrique. Parce que là, il n'y a pas de corruption. Un exemple, hein, pour l'achat de la plomberie, les équipements de plomberie sanitaire, il y a un entrepreneur qui dit 70 millions. Ça, il n'y a pas de technique, hein, c'est les mêmes appareils. Et on donne à quelqu'un qui a demandé 35 millions. Alors, celui qui a perdu avec 70 millions vient me voir. Ah, M. Kaba, vous savez, moi j'ai mis 70 millions parce que j'avais prévu quelque chose pour tel, pour tel, pour tel. Ah bon? Est-ce que vous avez prévu quelque chose pour moi? Non. Et pour lui? Non. Et pour lui? Non. Je dis alors, ouais, si vous voulez donner à chacun de nous quelque chose, vous n'allez jamais gagner chez moi. Parce que vos marchés, ce que vous demandez est trop. Alors, il s'en va de 70 millions et devant à 35, à 34 millions. Je dis non, ça c'est la comédie. J'ai expliqué aux entrepreneurs qu'on ne peut pas prendre un type comme ça parce qu'on ne peut pas partir du simple au double. Bon, ça c'est un exemple. Hein. Ce qui fait que réellement, M. Lipson, M. Peter Hagen, était tellement content de ce qui s'est passé qu'il a distribué donc le rapport à tous en disant c'est comme ça qu'on doit travailler en Afrique. Et lorsqu'ils sont venus ici à Abidjan, grâce à mon ami Alphaba, il me présente à Peter Hagen. Il dit mais il sera encore plus heureux lorsqu'il apprendra que tu as étudié chez lui en Allemagne. Ce qui fait que c'était le grand amour. Et c'est ce monsieur Peter Hagen qui a créé Transparency International, qui fait le classement des pays perception de la corruption dans le monde. C'est celui-là. Lorsqu'il a quitté la Banque mondiale, un jour il me dit « Ah, Mansour, moi j'ai créé Transparency International pour justement voir les problèmes de corruption dans les administrations, dans le monde, hein, c'est pas seulement en Afrique. » Jusqu'à demain, on est en contact, hein, on est des amis, mais ça vient de ce que j'ai fait à Bobogar. Alors bref, on a fait les grands projets aussi, pas seulement les grands quartiers, mais on a fait Alpha 2000, c'est nous qui avons géré Alpha 2000, c'est nous qui avons géré la cité administrative, les 2 tours A et B de la cité administrative. C'est mon patron, M. Bédachi Bernard, qui a expliqué au président Oufouet qu'on ne pouvait pas avoir dans le quartier des affaires du plateau on ne peut pas avoir dans le quartier des affaires la prison civile. Vous savez que la prison civile d'Abidjan était au plateau ici, en face du palais de justice. Ce qui fait que les prisonniers n'avaient pas un long chemin du palais, on t'envoyait directement là-bas. Alors donc, c'est ainsi que nous avons créé dans le Banco Nord le centre de rééducation du Banco Nord, qui est devenu la MACA. Nous avons construit la prison dans la forêt du Banco. On a déménagé les prisonniers là-bas. Nous avons démoli la prison qui était en face du palais de justice, à côté de la cathédrale là. Et c'est là qu'on a commencé à construire les 2 tours, les 2 premiers tours, A et B. Et vers 78-79, on a créé les grands projets avec Césario, qui sont venus avec leurs gros sabots nous enlever tous les projets là pour les gérer au niveau des grands travaux. Alors donc, mais avant eux, c'est nous qui avons géré tous les grands projets de l'ère Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire. Donc moi, ma mission en Côte d'Ivoire s'est arrêtée là parce qu'en 78, j'ai quitté mon patron pour créer mon propre bureau d'études, TAS, Trans-African Services International. À partir du 1er janvier 1979, j'ai commencé à travailler pour mon propre compte. En fait, ma démission, parce que lorsque j'ai démissionné, il y a des amis, comme Sidia Touré, par exemple, que vous connaissez certainement, qui sont venus me voir pour dire « Mansour,
comment peux-tu démissionner d'un bureau aussi prestigieux que TAS et qu'Intradep pour t'installer à ton compte? On ne te comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu es le Guinéen le mieux coté en Côte d'Ivoire et tu pars à l'aventure comme ça. Je leur ai dit merci pour votre sympathie, mais en quittant M. Bélachi Bernard, je lui ai dit que le reste de ma vie, je ne voulais plus être l'employé de quelqu'un. Alors, lorsque les Sidia sont venus me voir, j'ai dit, Sidia, c'était Kandé Yomba, père à son âme, lui il est décédé, il était à la BAD. Il a dit, merci pour votre sympathie, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai quitté Intradep en me disant que je ne veux plus être l'employé de quelqu'un. Donc, personne ne peut rien me proposer qui puisse me retenir. Sinon, Intradep, c'était ce qu'il y a de mieux qu'on puisse avoir en Côte d'Ivoire. C'est le premier cabinet d'ingénieurs conseil. Alors donc, je dis, si je réussis, j'ai réussi à enrichir quelqu'un. Si de mon côté, je réussis à m'enrichir, tant mieux. Si je ne réussis pas, je ne peux m'en prendre à personne. Ça, ce sera ma faute. J'ai quitté le Gros Villa de Cocody, de la zone 4, pour aller prendre un petit appartement à Trècheville-Arras. Vous connaissez Trècheville-Arras? Et je n'avais pas de bureau. Ma table à manger était mon bureau. C'est-à-dire, je finis le petit déjeuner le matin, je nettoie la table, c'est mon bureau. C'est comme ça que j'ai démarré. Après, j'ai pris ici, vers la rotonde là, il y a un bâtiment qui sont en train de casser. Oui, qu'ils ont déjà cassé. Dans ce bâtiment-là, j'ai pris un bureau de 32 mètres carrés. Après, 64 mètres carrés. Après, 120 mètres carrés. Après, j'ai loué tout le premier étage. Puis après, j'ai acheté un appartement à la Riviera Golf. Après, un deuxième appartement à la Riviera Golf. J'ai déménagé le bureau là-bas. Et après, j'ai acheté cet immeuble ici, il y a 30 ans. Ouais, c'est comme ça. Aujourd'hui, j'ai vécu, mon bureau existe depuis 45 ans. Et Dieu merci, vous savez, il y a une chose qui est extrêmement intéressante, c'est que quand on parle de marketing, d'organisation scientifique des choses, mon ami, c'est le hasard qui fait tout. Le hasard et la volonté. Quand vous avez la volonté, vous réussissez. Mais si vous dormez pour dire que le bon Dieu va t'aider, ma grand-mère disait que tout le monde compte sur le bon Dieu. Donc, il a trop de choses à faire. Faut pas le déranger. Il faut vous réveiller. Il faut vouloir, mais mettre la volonté aussi derrière ce vouloir. Donc moi, je suis parti, lorsque je démissionnais de chez M. Bélachi, j'avais 2 millions, avec toute la famille et tout le monde à dos. Marché à pied pendant 6 mois, déménager à Trècheville, Arras. Mais si vous êtes orgueilleux, oh, j'ai été ça ici, je ne peux pas vivre ça, en ce moment, vous perdez. Parce que personne ne vous prêtera ces 20 millions. Quand les gens disent il faut aller prendre des crédits bancaires pour commencer, c'est faux. C'est la volonté d'abord qui compte.